Mais l'intermédiaire qui est la décentralisation. Ce n'est pas ce choix qui est en train de nous détruire au pays. Bon, aujourd'hui, vous plaignez que vous n'avez pas d'argent. Est-ce que vous savez que la crise anglophone saigne la trésorerie à blanc? Est-ce que vous savez le marge que vous avez créé dans ce pays avec votre entêtement? Et combien de milliards par semaine? Et vous avez même quel moyen aujourd'hui pour réduire la crise anglophone? Vous êtes parti depuis 8 ans. Vous êtes parti depuis 8 ans. Elle a commencé en 2016, mais oui, on va donner ça aujourd'hui. On va donner ça depuis combien d'années? On va donner ça depuis combien d'années? C'est fini. Donc maintenant, c'est presque fini. Il y a le calme dans le sud, le calme dans le nord-ouest. Et je crois qu'on assiste à quelques actes isolés de temps en temps. Mais le Premier ministre, quelques actes isolés. Quand il y va dans le sud tout le temps. Le Premier ministre va dans son village de façon régulière. Monsieur Atangandji, il va aller à Bamenda. Mais il y est allé plus de 27 fois depuis que la crise a commencé. Il y va, mais il le dit dans les réunions. Il y est allé, j'ai plus de 30 fois aujourd'hui. Vous dites non, on n'est pas en train de s'égarer. Laissons la parole à... C'est pour dire que les choses sont en train d'être faites. Laissons la parole à... Ce n'est pas la décentralisation qui a créé l'embrasement. On revient à notre sujet. Ils ne sortent jamais de leur palais. Mais l'évidence est là. Quand on sort, même au boulevard du Gamin, il y a toujours un con, il y a des tas d'ordures partout. Donc le vrai problème, c'est la volonté, le volontarisme politique. Je suis désolé, quand on n'aime pas son pays, quand il n'y a pas de passion, moi j'étais au Tchad au moins 3 fois, le Tchad a fait une fulgurance, une évolution fulgurante en termes d'hygiène publique, de salubrité publique. La Guinée équatoriale, c'est la même chose. Le Congo-Brazzaville, des pays où j'ai été, Kinshasa même fait des efforts. Kagame, pour ne pas parler du Rwanda, c'est la prise de conscience. L'amour, le patriotisme vous guide forcément à vous. Oui, peu importe, mais on parle de salubrité publique. Kagame vous gêne. Ça, c'est une parenthèse. Le plus important, c'est d'abord d'aimer son pays. On ne peut pas passer sa vie à fréquenter les rues, les trottoirs étrangers, voir la propreté qui s'y dégage, et rentrer dans son pays, vivre dans une poubelle et s'en accommoder. Ce n'est pas possible. Donc il y a une indifférence totale vis-à-vis de son propre pays. Le Premier ministre est impuissant, parce qu'il n'est pas le vrai Premier ministre. Le vrai Premier ministre, c'est le SGPR, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je ne vois pas pourquoi on maintient cette fonction de Premier ministre. Le SGPR est en train de remplir totalement la fonction de Premier ministre. C'est une évidence. Le MINDU, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, elle est d'une incompétence notoire. C'est notoire. Même les logements sociaux. Il y a la ville, l'aspect de la ville qui devait être quand même revu par la ministre. Elle passe son temps à faire le tour du monde, mais sans aucune inspiration. Elle sert à quoi? Bien sûr, et je crois que Majesté l'a dit... Peut-être attend-elle légalement les financements, non? Non, les financements, c'est quoi? Si on vous donne les financements, moi j'étais à Bonabéré, j'ai vécu à Bonabéré pendant 4 ans. On avait dégagé au moins 20 milliards pour le petit tronçon qui va de la mairie jusqu'à Foucault. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dites-nous. Ils ont fait une espèce ils ont mis de l'asphalte sans couche inférieure, sans béton en dessous. Au bout de 3 mois, c'est complètement dégradé. Il a fallu que les populations s'énervent, se mettent en colère pour qu'on reprenne la même chose. C'est-à-dire quand on sort un budget, sur les 12 milliards, 10 milliards sont dilapidés. 10 milliards sont dilapidés. Conséquence, on a les routes qu'on mérite d'aujourd'hui. Mais d'où vient l'incompétence de la MINDU alors? L'incompétence, c'est qu'elle a en charge d'harmoniser l'habitat, ça va avec la salubrité publique. Elle ne le fait pas. Et bien sûr, il y a aussi l'incivisme des populations, peut-être qui repose aussi sur la sensibilisation et l'éducation, parce qu'en vérité, on voit des gens qui mélangent du métal, de l'acier, des couches de bébés, de la nourriture pourrie, et qui vont déverser sur les trottoirs. Donc, quelque part, il y a aussi un manque peut-être d'éducation de la population. Il faudrait même l'accent sur les populations. Maintenant, on parle de décentralisation. Bien sûr, la décentralisation, ce n'était qu'une idée. Ça n'a jamais marché. C'est pour ça que, quand on parle de péréquation, moi j'ai passé 6 ans à la mairie de la première, la péréquation ne veut rien dire. Les communes vaillantes ne peuvent pas travailler pour les communes paresseuses. C'est insensé, il faut arrêter avec ça. Moi je suis pour l'intercommunalité, que les communes peuvent signer des contrats libres, et puis s'échanger leurs valeurs, leurs capacités. Ça veut dire qu'on impose la péréquation. Donc si je produis environ 10 milliards par an, vous produisez 900 millions, pourquoi vous devez vous venir en aide? Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais travailler, créer des richesses. Le rôle d'un maire, c'est quoi? C'est de créer des richesses. Mais le problème, c'est que l'État central a échoué. Moi, je suis fédéraliste. Mais fédéralisme républicain, attention. Pas le fédéralisme ethnique, là, qu'on prône un peu partout. Je suis pour le fédéralisme républicain. Totalement. Donc, ayant constaté que la décentralisation a complètement échoué, il ne faut même pas en vouloir remettre, parce qu'ils sont, surtout quand c'est des maires ADPC, ils sont davantage dans une logique de fidélité partisane qu'une logique de réaménager leur territoire. Eux, dans leur logique, c'est d'être réélus. Ce n'est pas de changer leur ville. Regardez par exemple la déchetterie d'un Koufoulou. Ça ne marche plus. Les gens sont obligés d'aller déposer des tas d'ordures ensemble
Évidemment, vous avez relevé, et j'ai beaucoup aimé le reportage de M. Fala, parce qu'il dit très bien qu'aujourd'hui, les communes refusent carrément de mettre la main à la pâte pour réaménager leur territoire. C'est scandaleux. Et quand, honorable Kanke, on parle de moyens d'Isakam, bon, Isakam, évidemment, quelque part il a raison, parce que l'État doit environ 11 millions d'euros en 2022, aujourd'hui quasiment 14 millions d'euros que l'État doit à Isakam. Hein? Alors ça fait environ 7 à 9 milliards de francs CFA. C'est quand même énorme. Alors l'État est irresponsable. Et c'est la raison pour laquelle je parlais de volontarisme politique. Vous aurez beau faire le train de vie de l'État, ceci, cela, quand l'État ne veut pas, quand on s'accommode de la saleté. Mais le train de vie de l'État, c'est pour tirer des ressources, justement, que génère ce train de vie parfois ostensible. Non mais, quand vous avez des ressources, vous les réinvestissez, ça vous sert à quoi si vous n'avez pas l'amour du pays? Vous pourriez épargner 10 milliards par an, mais si vous êtes un voyou, ça ne servira à rien. Vous aurez entretenu vos maîtresses et vous ferez le tour du monde. C'est ça la vérité. Je veux dire que quand on est aux responsabilités, mon cher Philippe... Non mais attendez, quelle que soit l'épargne qu'on fait, le but c'est quoi? On épargne pourquoi? Pour améliorer les conditions de vie des populations. Est-ce que c'est le cas? Non. Quand le Premier ministre, et là je donne raison au président Issei Kalé, sort d'un coma, il constate, il est là depuis quand même 2019, il sort d'un coma, il constate que Yaoundé est pourri, mais c'est depuis au moins 10 ans que Yaoundé est comme ça. Et maintenant, la différence, c'est peut-être que les détritus, la déchetterie envahit les rues. Les gens n'arrivent pas à circuler. Mais c'est depuis au moins une dizaine d'années. C'est un Premier ministre impuissant. Il ne gère rien du tout. Il fait des conseils interministériels qui ne débouchent sur rien du tout. Donc ça sert à quoi le Premier ministre? Le Premier ministre, ça sert strictement à rien. Donc moi je dis aujourd'hui qu'il faut un nouvel élan. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place une coalition politique. J'espère qu'on aura un candidat bientôt. Et c'est pour ça que le parti dont j'ai l'honneur de présider pense toujours à la question d'éveil à la conscience citoyenne. Il faut que les citoyens, qui sont les vrais responsables du pays, soient exigeants vis-à-vis de ceux qui le gouvernent. Parce que vous feriez mieux à la part au Manidem et... Mais bien sûr, non, je ne sais pas pour Manidem, mais en tout cas, c'est le Manidem si la part avec le pouvoir au chef du parti, c'est lui qui... Non, je ne parle pas de Manidem, tu en es le président. Je parle de la part de la coalition ATP. Je dis ceci, nous sommes dans un substrat de sensibilisation primordial. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de donner l'argent aux gens s'ils n'ont pas conscience de ce à quoi ils doivent servir. Les gens ne sont de moins en moins patriotes. Les gens sont davantage dans une logique villageoise et tribale que dans une logique nationale. Nous devrions aller vers la nation. Le sentiment national est en train d'être supplanté par le sentiment villageois. Et c'est pour ça que les gens vont leur donner 10 milliards, ils vont donner 8 milliards à leurs amis, leurs copains, leurs copines et leurs frères du village, au lieu de travailler, de mettre cela pour la collectivité publique. C'est ça le vrai problème de fond. Vous parlez des milliards. Il y a des milliards. C'est un pays extrêmement riche, le Cameroun. Il y a tellement d'argent dans ce pays. Mais ça passe où? On remet l'argent aux autorités. Regardez tous les ministères, à part quelques rares exceptions. Ils ont dans les 200 milliards, 150 milliards de budget annuel, regardez la loi de finances. Mais ils servent à quoi? Nos routes, il a fallu que Barangélé sorte pour parler de tronçon Bekoko. Banga, hier j'étais encore en Banga et à Manjo. Bon, ça s'est amélioré un peu parce que Barangélé a parlé. Donc on peut supposer que s'il ne parlait pas, il n'y aurait même pas eu la couche de ciment. J'appelle ça couche de ciment parce qu'on a mis quelques replâtrages. Il n'y aurait même pas eu ça. Donc il n'y a pas de prise de conscience nationale, ou je dirais même nationaliste dans ce pays. Ouais. À partir de là, le budget ne sert à rien du tout. Dieudonné Somba, est-ce que, honorable professeur Joseph Kanke dit qu'on peut comprendre le problème d'Isakam aujourd'hui? Isakam est l'autre entreprise chargée du ramassage des ordures. Ticlof. Est-ce que le problème, c'est franchement, c'est finalement le manque de financement? Et à côté de ça, le Premier ministre peut-il décider de ce que les financements soient disponibles? C'est quand même le Premier ministre qui peut instruire. Je suppose qu'il a le pouvoir d'instruire, même si l'on est sévère en parlant de son coma, de son sommeil profond. Anissé Kané et Célestin Jamel. Ne peut-il pas instruire le déblocage des fonds pour les besoins de la cause? Est-ce que le manque de financement est un argument? Vous avez votre vie. Vous commencez à dire, je ne paye pas mon loyer par manque de financement. On vous demande de vivre en fonction de vos moyens. Le manque de financement, est-ce que le financement vient de l'air? Il n'y a que deux financements. Soit vous dégagez vos ressources, vous financez par exemple sur votre budget, ou alors vous allez à la dette. Quand les gens parlent de financement, est-ce que le financement vient de l'air? Ça, c'est un faux argument. Et ce n'est même pas un argument économique. Nous sommes ici devant un système institutionnel est devenu insoutenable. Voilà ce qu'on dit depuis de longues années. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque le problème des ordures dans cette émission. Et à côté des ordures, il y a tous les autres secteurs qui ne marchent pas. Nous avons posé un problème de est-ce que le modèle tel qu'il a été conçu peut fonctionner? Non, nous avons un modèle centralisé, unitaire, entre les mains d'une bureaucratie qui
impose ses priorités dans le budget collectif. C'est-à-dire que c'est la priorité de cette bureaucratie centrale, de cet État central, c'est quoi? C'est la stabilité de l'État. C'est la paix, c'est le calme. Y compris au détriment du secteur social et du secteur productif. Ce qui fait donc que, techniquement parlant, le secteur productif et le secteur social sont des variables d'ajustement. C'est-à-dire quand on a bien satisfait les besoins, ce qu'ils appellent les besoins de souveraineté, à savoir l'armée et la police, les affaires étrangères, les grands projets de prestige et le niveau de vie de la bureaucratie, s'il y a un peu d'argent, on donne au secteur social. C'est comme ça que fonctionne le modèle. Quand vous dites le clan de vie de l'État, vous ne pouvez pas réduire le clan de vie de l'État sans entrer l'effondrement du système. Puisque ce clan de vie alimente, c'est une manière d'alimenter le système. C'est-à-dire ça complète. C'est-à-dire que si on le réduisait aujourd'hui, il y aurait risque. Non, le système va s'effondrer. Il risque que le système s'effondre. Oui, il va s'effondrer sur le champ. Le système a besoin d'un certain type de dépenses pour survivre. Cet argent, le clan de vie, ça alimente quoi en fait? Ça entretient la fidélité d'une élite nationale qui maintient le système. Le clientélisme. Chaque élite contrôlant sa tribu. Il faut bien que c'est lié les moyens pour aller contrôler sa tribu. Sinon, il ira la contrôler avec quoi? C'est un modèle. Et vous ne pouvez pas résoudre les problèmes du Cameroun si vous ne sortez pas de ce modèle. Voilà le discours qu'on tient depuis longtemps. Vous dites, on réduit le clan de l'État. Qui va réduire le clan de l'État? Vous réduisez le clan de l'État. C'est exactement comme si vous avez réduit les moyens de l'armée ou les moyens de la police. Non. Le clan de l'État est un moyen de financer l'un des supports du système, exactement comme le financement de l'armée entretient le support permet à l'armée de supporter le régime. C'est un modèle. Dans ce cas dont j'ai donné le Premier ministre fait-il de l'enfumage en organisant des réunions avec des ministères? Le Premier ministre, comme d'ailleurs le gouvernement, est dans ce qu'on appelle la gestion de l'urgence. Ça veut dire que nous avons un modèle qui lui fonctionne sur la base des dépenses de souveraineté, comme ils appellent, donc des dépenses de maintien du système. Mais lorsque un aspect productif ou un aspect social prend un caractère critique, ils viennent donc avec un peu de démagogie, tout simplement pour montrer qu'ils s'occupent des populations. Maintenant, il va trouver un peu d'argent pour essayer de nettoyer. Mais le problème reste. Le problème reste. C'est pour ça qu'on a demandé de fédéraliser le pays. Il faut le fédéraliser. Pourquoi on demande la fédéralisation du pays? Simplement parce qu'il faut créer deux niveaux de priorisation. Le premier niveau, le niveau central, lui a toujours ses priorités de stabilité du système, de paix. Il va consacrer plus d'argent. Aujourd'hui, l'essentiel de l'argent, ça va au nozo. Parce que c'est sa priorité. Donc il faut créer un autre niveau qui a d'autres priorités. Donc les priorités de production et les priorités sociales. Parce que tant qu'on a un seul État, un seul niveau de décision, mais ce sont les priorités de ce niveau de décision qui vont s'imposer sur les ressources collectives. C'est ce que la bureaucratie centrale veut, c'est ce que le pouvoir central veut, qui va s'imposer au reste et confisquer tout l'argent. C'est pour ça qu'il faut impérativement découper le pays en deux niveaux. On reste avec un niveau central qui, lui, va se continuer avec ses vieilles priorités. Et puis un niveau secondaire qui, lui, va désormais prendre en charge les priorités sociales, les priorités de production. C'est ça qui permettra donc réellement, on est un système qui s'occupe du développement. Aujourd'hui, tel que c'est structuré, ce n'est pas possible. Vous demandez l'impossible. Je pense que c'est, si vous permettez, parce que dans une démarche politique, il faut toujours faire la part des choses entre le souhaitable et le possible. Nous ne sommes pas dans un contexte où on doit débattre du souhaitable. On est dans un débat où il faut débattre du possible. Non, moi je ne suis pas dans la politique, je suis un expert. Donc c'est ça. Alors je disais, c'est pour ça que lorsque par exemple il s'agit de diagnostic d'abord, tout à l'heure j'entendais Saint-Germain parler de volonté politique. Ça relève de l'incantation, ça. Parce que et quand on sort de l'incantation et qu'on entre sur un champ praxiologique, c'est là que ça s'est traduit en ce qu'on appelle la gouvernance, la problématique de la gouvernance. Mais est-ce qu'il ne faut donc pas commencer par la volonté politique? Mais non, on considère que la volonté politique, si vous permettez, on considère que la volonté politique est acquise. Moi, je ne ferai pas les jures
si vous le permettez, de dire que le Premier ministre ou le chef d'État n'ont pas la volonté politique. Je ne leur ferai pas cette injure-là. Je le leur concède en disant que si on considère, toute chose égale par ailleurs, que la volonté politique est acquise, maintenant, comment faire pour que cette volonté politique-là se traduise dans la réalité que vivent les Camerounais? Et la manière dont cette réalité se construit, c'est à travers les mécanismes de gouvernance. Et quand il y a un diagnostic de malgouvernance, il faut identifier quelles sont les causes, il faut essayer d'évoquer quels sont les remèdes. Et nous disons que la principale cause, l'une des principales causes de la malgouvernance au Cameroun, c'est la mauvaise affectation des ressources qui sont générées par le système. C'est cette mauvaise affectation qui fait que des secteurs qui devraient être des secteurs prioritaires sont délaissés au profit des secteurs qui sont des secteurs, on pourrait dire, marginaux. Et c'est ce débat-là que nous devons mener en disant que, écoutez, le Premier ministre, quand il vient dire ça, il faut qu'il rentre et dise aux gens que, voilà, quel est le cœur du problème. Exactement, on ne travaille pas, on ne règle pas ses factures. Parce que le Premier ministre a le pouvoir de donner l'ordre qu'on règle pour les factures de l'ECAM. Je me souviens un jour, j'étais directeur général à Sachiri à l'époque, quand je prends cette société, je ne vais pas faire ma campagne ici comme jamais, quand je prends la direction à Sachiri, je trouve les caisses sont vides, Dakaï Kamge est parti à Bangui, on a fermé l'ONCPB, il n'y avait rien du tout. Et il y avait une campagne cacahuète qui devait s'ouvrir, et c'est la Sachiri qui fournissait les sacs. L'usine était à l'arrêt. Je suis venu voir le Premier ministre Achidi Achou, je dis, ah, il y a un problème. Là, on m'a envoyé là-bas, là. Bon, c'est vrai que c'est vraiment un cercueil, mais il ne faut quand même pas que l'économie s'effondre parce que la campagne cacahuète café arrive, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de matière première. Il me faut de l'argent pour pouvoir produire. Pour pouvoir en produire, d'appeler, avoir importé la matière première. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé Ndioro devant moi. Il a dit à Ndioro, il y a notre jeune ami là qu'on a envoyé à la Sachiri, bon, trouvez-lui tel montant là parce qu'il faut qu'il importe rapidement des sacs de jute et du polypropylène pour faire les sacs Mbanjo. Il m'a dit, bon, qui vient alors nous voir? Je suis monté, j'ai vu Ndioro a appelé, je ne sais pas si... Justin Ndioro, ministre des Finances. Ministre des Finances, il a appelé de ses collaborateurs, bon, il lui a donné des instructions, ils m'ont dit de passer à 15h, j'avais un gros chèque. Un gros chèque. C'est pour dire que le Premier ministre, il a le pouvoir, contrairement à ce qu'on pense. Il a le pouvoir, mais à lui de l'exercer. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans la loi fondamentale, dans la Constitution du 18 janvier 1996, notre loi fondamentale, il y a un article 5, alinéa 2, qui donne compétence au chef de l'État de déterminer la politique de la nation. Laquelle politique, en application de l'article 11, alinéa 1er de la même Constitution, est mise en œuvre par le chef du gouvernement et son gouvernement. Donc, quand le Premier ministre convoque de telles réunions, c'est pour rechercher une adéquation entre les besoins et les ressources réelles. Et c'est ce qui va se passer. Mais pourquoi dire... Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, oui, mais on recherche les moyens. Si vous allez au ministère des Finances maintenant, vous allez voir que tous les responsables là-bas sont à l'étranger, ils sont partis chercher de quoi financer, je dirais, le budget de l'État. Il faut faire. Une fois qu'ils l'ont fait. Ils se battent. Mais d'accord. Une fois qu'on a et on aura cet argent et les villes, nos grandes métropoles seront propres. Je vous ai dit ça. Mais si vous permettez. Le Premier ministre travaille en étroite collaboration avec le chef de l'État et en étroite collaboration avec les autres membres du gouvernement. Il n'est pas un Premier ministre inexistant comme le... Non, il existe. Non, je ne peux pas dire la même chose. Le Premier ministre, je vous ai dit, le Premier ministre met en œuvre la politique conçue ou déterminé par le chef de l'État dans les compétences que lui attribue l'article 1 de la Constitution. Et l'article 11 donne compétence au Premier ministre de mettre cette politique en œuvre. Et c'est ce que le Premier ministre fait. Vous permettez. Vous ne pouvez pas dire que le Premier ministre travaille pas. Non, le Premier ministre travaille. Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a un problème comme celui-là, vous savez comment on le résout. On résout l'urgence, ensuite on regarde quel est le problème structurel, on dit il faut résoudre le problème structurel. Et le problème structurel, c'est le problème de on parle de la gouvernance, vraiment de la mise en œuvre effective de la décentralisation. Vous avez parlé des communes, des ressources dont on vous avez payer les prestataires. Et vous êtes maire, oui. Sa Majesté. Oui. Vous savez très bien qu'en décembre dernier, au niveau de l'Assemblée nationale, on a voté une loi, n'est-ce pas, sur la fiscalité locale. Et cette loi sur la fiscalité locale, je crois, vous permet aujourd'hui de travailler de façon autonome pour régler un certain nombre de problèmes. Comme le problème d'ordures ménagères, par exemple. Justement, monsieur. Et par rapport aux 15%, les 15%, c'est vrai, l'État ne donne pas la totalité des 15%, tel que prévu par le Code général du 24 décembre 2019. La loi est faite pour être mais moi, je dis... La loi est faite pour être appliquée. Mais elle est appliquée, mais avec des priorités, c'est le problème des priorités là qui fait débat. Bien précis.
pose problème aujourd'hui. Je dois vous dire que la fameuse loi de la fiscalité locale que l'on évoque a renforcé ce qu'on appelle l'unicité de caisse. C'est-à-dire à ramener tout le petit argent que les communes pouvaient avoir là, pour mettre un peu du beurre dans les épinards. Encore après l'adoption de cette nouvelle loi? Oui, tout le monde. Tout le monde maintenant. Et maître l'honorable ne peut pas me démentir. Ensuite, donc, on applique une péréquation sous le subtil argument de ce que, voilà, il ne faut pas que certaines... Mais il y a le principe de la solidarité intercommunale. Et ce principe est applicable. Or, qu'est-ce qui se passe? Tout cet argent-là est mis à la disposition d'une instance qui a sa grille de priorité. Parce que c'est là le véritable problème. La grille de priorité au niveau central n'est pas la même que la priorité que nous autres on a au niveau territorial. Centralisé, oui. Et du coup, on se retrouve avec des missions qu'on doit remplir, mais les ressources, même quand elles sont mobilisées sur notre territoire, nous en perdons le contrôle parce qu'elles vont d'abord ailleurs et on voit quelle part on doit donner. On se retrouve donc pratiquement ligoté. Alors nous ne pouvons pas aujourd'hui. Et je dis le Premier ministre ne peut pas régler ce problème en donnant juste une instruction pour qu'on débloque les 10 ou 15 milliards de francs des camps. Mais il faut que maintenant, il voit plus loin pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que l'argent d'ISACAM soit payé. Pour que l'argent d'ISACAM soit payé par les communes. Directement par les communes. Parce que quand on envoie les factures des RECAM au Trésor, là-bas chez la CCT, l'agence centrale du Trésor, et ainsi de suite, qui lui, chaque semaine, il voit toutes les sollicitations des trésoriers, payeurs, généraux, et ainsi de suite. Vraiment, il faut que ce soit... donner un avis favorable. C'est incroyable. Je voudrais rappeler à Majesté, avec votre permission. Je vous en prie. Regardez par exemple le cas de l'Espagne. L'Espagne n'est pas un pays fédéral. C'est une nation qui pratique la vraie décentralisation. Sauf que là-bas, il y a une vraie autonomie qui est dédiée aux régions. Et ça fonctionne très bien. Donc ici, chez nous au Cameroun, le FECOM qu'on avait mis en place pour prêter un peu d'argent aux communes, le FECOM retient l'argent des communes. Ça fait des années que ça dure. Et le FECOM n'est jamais interpellé. Ils ont même eu un dirigeant qui a été en prison, me semble-t-il. Donc c'est pour dire que, quand je parle de volonté politique, la volonté s'incarne dans les actes qu'on voit. On ne peut pas d'abord constater qu'il n'y a rien sur le terrain, rien à appliquer, et dire qu'il y a une volonté politique. Mais quand je suis volontariste, je fais un suivi. S'il y a un budget qui est dégagé de 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards, je dois suivre. D'ailleurs, dans les communes, ce qu'on appelle le compte administratif. On a voté un budget. Et ensuite, on voit ce qu'on fait. On a fait du budget. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté de suivre ce qui a été fait du budget. Ce n'est jamais le cas. C'est comme si un système organisé de pillage de l'État. Ben voilà. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Ça veut dire que le système qui est en place est en sorte que les amis, les coquins et les coquins s'empiffrent, se partagent l'argent. Il n'y a pas de volonté. Le vrai problème même, moi je ne serais pas fédéraliste si la décentralisation avait marché. Jamais de la vie. D'accord. Mais je constate que dans ce pays, c'est malheureusement. Et ce processus chez nous a commencé avec la constitution du 10 janvier 1996. Donc c'est une décentralisation encore jeune. Et nous sommes, ça a commencé en France en 1988. Ça ne peut pas être un processus. Ça fait 30 ans. Mais on ne fait qu'évoluer, vous comprenez? Donc il y a des efforts qui sont faits parce que la région vient d'être fonctionnelle. Et pourtant, c'était le deuxième et dernier échelon de la décentralisation. Et aujourd'hui, les régions sont fonctionnelles dans notre pays. Les prochaines élections régionales auront lieu en décembre prochain. Pour ajouter à la liste... Donc la décentralisation au Cameroun marche un tout petit peu. Seulement, il y a des difficultés. À quoi servent les conseils régionaux? Voilà, à quoi servent les conseils régionaux? Parce qu'ils n'ont ni un pouvoir législatif, ni un pouvoir exécutif. Mais ils ne peuvent pas avoir ce pouvoir. Ce ne sont pas des États dans l'État. C'est la décentralisation. Vous avez vu ce qu'a donné en Espagne cette décentralisation excessive? Les gens sont en train de créer la sécession. Mais il y a plus de monde, vous l'avez pas vu. Mais ça ne peut pas marcher. On donne une certaine autonomie, c'est-à-dire une certaine liberté. C'est la décentralisation qui a créé l'Amazonie. Est-ce que c'est la décentralisation comme qui a créé l'Amazonie? Non, il faut arrêter avec ça. C'est en train de... Non, nous sommes sérieux. Quand on est sérieux, mais on est sérieux. Est-ce que c'est la décentralisation qui a créé l'Amazonie? Non, l'ex-député n'est pas sérieux. Mais on a choisi, non. puisqu'ils ils ont demandé la fédération. Est-ce que c'est... Et on a choisi la formule intermédiaire qui est la décentralisation. Est-ce que ce n'est pas ce choix qui est en train de nous détruire au pays? Aujourd'hui, vous plaignez que vous n'avez pas d'argent. Est-ce que vous savez que la crise anglophone saigne la trésorerie à blanc? Est-ce que vous savez le mal que vous avez créé dans ce pays avec votre entêtement? Et combien de milliards par semaine? Et vous savez même quel moyen aujourd'hui pour réduire la crise anglophone? Vous êtes parti depuis 8 ans. La crise depuis 8 ans. Elle a commencé en 2016, mais oui, on va donner ça aujourd'hui. On va donner ça depuis combien d'années? On va donner ça depuis combien d'années? C'est fini. Donc maintenant, c'est presque fini. Il y a le calme dans le sud, le calme dans le nord-ouest.
Et je crois que on assiste à quelques actes isolés de temps en temps. Mais le Premier ministre, quelques actes isolés. Il y va tout le temps. Le Premier ministre va dans son village de façon régulière. Monsieur Atangandji, mais il y est allé plus de 27 fois. Depuis que la crise a commencé, il y va. Mais il le dit dans des réunions. Il y est allé plus de 30 fois aujourd'hui. Vous dites non, on n'est pas en train de s'égarer. Laissons la parole à... C'est pour dire que les choses sont en train d'être... Laissons la parole à... Ce n'est pas la décentralisation qui a créé l'ambassade. On revient à notre sujet.